Alors bonjour à tous. Merci, malgré ce mois de mai avec des ponts et des viaducs à rallonge, d'être aussi nombreux aujourd'hui pour écouter donc Pascal Desabres, qui va poursuivre de manière sans doute un peu plus technique et technologique le regard sur ce Paris 1900 et cette société de la Belle Époque, en montrant, j'imagine, à quel point cette innovation technologique a été une espèce de rupture dans le quotidien des Parisiens. Donc je vais lui laisser la parole. Pascal Desabres est docteur en histoire, spécialiste de ces questions, et on attend avec impatience la publication de sa thèse. Voilà. Moi aussi. Vous pourrez lui poser des questions ensuite. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir, c'est un peu la lumière qui me trouble. Oui, je vais commencer par une interro. Qui est venu en métro? Bien, voilà, c'est la preuve, c'est un objet social. Et puis en plus, on est un petit peu en léger sous-sol, on est bien parti. Alors, j'imagine que vous avez pas mal pris la ligne 1. C'est logique pour venir au moins jusqu'ici. Et voici ce qu'un ingénieur qui a été collaborateur de Bienvenue dit. Bienvenue, c'était le patron du métro, j'en dirai deux mots. Les déblais, à propos de la ligne 1, la seule ligne 1, les déblais étendus uniformément sur toute la surface de la place de la Concorde atteindraient une épaisseur de 16 mètres, ensevelissant entièrement l'obélisque de Luxor. Quant au volume de maçonnerie, construite après coup, donc, il correspond à 10 fois celui de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Voilà, j'aime bien les ingénieurs parce qu'ils sont efficaces, ils ont de bonnes comparaisons. Voilà, donc c'est d'abord ça, le métro, des déblais, des désordres, des bouleversements, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ces bouleversements sur la rue et le regard des Parisiens qui, comme chacun sait, est râleur, au moins semi-professionnel. Alors, avant de regarder toute une batterie d'images, de feuilleter un espèce d'album photo, d'ailleurs c'est sous cette forme-là qu'il se présente parfois dans les archives, un album photo des premiers travaux du métro, des premières réalisations. Je vais m'arrêter sur quelques éléments de projet, sur le regard des Parisiens aussi sur les travaux, sur la façon dont ils ont pu réagir, qui peut nous surprendre aujourd'hui, parce que nous savons que le métro est si utile, et puis sur le travail des ingénieurs dans la fabrication de ce grand réseau, qui, je le dis tout de suite, en termes de bâtiments travaux publics, a été achevé dans les temps, ce qui n'est pas si fréquent, et sans trop de dépassement de frais, ce qui est encore moins fréquent dans le bâtiment, ou dans le génie civil. En premier lieu, c'est le temps des projets que je voudrais aborder, et d'abord, les tout premiers objectifs, ça a été, j'en dirai 2 mois après, voilà, j'ai anticipé avec ma petite manipulation. Les premiers projets, c'est 1845-1850, c'est alimenter les halles de Paris, qui sont donc au cœur de Paris, jusque dans les années 1960, et qui créent de gros encombrements. Donc les premières idées, là j'ai pas d'image, il y en a quelques-unes, mais je ne les ai pas apportées, c'est d'utiliser un petit système souterrain qui fonctionnerait par gravité, avec des pentes. Le système, par petits wagonnets, descendrait vers Paris pour alimenter les halles et descendrait de Paris vers la banlieue. Il y aurait une pente inverse pour dégager toutes les ordures qui sortent des halles de Paris chaque fin de matinée. C'est un projet par gravitation. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. On utilise la pente. Voilà. Ça n'a jamais été réalisé, c'est certainement assez compliqué. Mais la technologie existe déjà. Les égouts fonctionnent par pente, comme ça. Alors, peu à peu, à partir des années 1860, les projets se développent, les plans se concurrencent de plus en plus. Les premiers projets, bien sûr, ce sont des plans. Je dirais quelques mots après sur les dessins, qui sont très, très intéressants et très beaux aussi. C'est la grande période de la gravure. Alors, les premiers projets en plan, c'est comment on réussit à tracer des lignes sous la ville ou dans la ville. Là aussi, il y a un débat, sachant qu'il y a déjà les grandes artères haussmanniennes qui sont pratiquement toutes percées ou en cours de finition dans les années 1870-1880. On croise pas mal de personnages dans ces différents projets, et c'est l'idée de faire la liste un peu des acteurs qui sont en concurrence, même s'ils doivent travailler ensemble. D'abord, il y a la ville. Premier acteur important, c'est la ville de Paris. Elle pose quelques problèmes aux grands décideurs politiques nationaux,
puisque, sans vouloir faire mon prof, en 1789, en 1830, en 1848, 2 fois, et en 1870, Paris a fait la Révolution, à plus ou moins grande échelle. Mais en tout cas, c'est une ville très agitée, très rebelle dans une certaine mesure, et Paris n'a pas de maire pour cette raison. Le premier maire de Paris, si je ne dis pas de bêtises, c'est Pétion, c'est en 1789-90, et il est quand même plutôt révolutionnaire, le premier maire de Paris. Le suivant, l'est un peu moins, c'est Jacques Chirac en 1976. Voilà. Entre-temps, il n'y a pas de maire de Paris, il y a un conseil municipal qui est, grosso modo, présidé par le préfet de police de Paris. Donc Paris a toujours cette double préfecture, préfecture de police et préfecture de département, qu'elle conserve encore aujourd'hui. C'est une spécificité. Alors, la majorité, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est à gauche, c'est la gauche municipale. Ce n'est pas non plus la gauche militante du monde ouvrier, mais c'est quand même une ville qui veut une émancipation pour Paris face au grand capitalisme naissant des grandes compagnies de chemin de fer, par exemple. Puis la majorité bascule assez rapidement à droite au début du XXe siècle pour rester longtemps plutôt à droite. Alors, face à cela, il y a donc la préfecture qui est une émanation du gouvernement, qui voit plutôt Paris comme une ville comme une autre qu'il faut maîtriser et qui voit plutôt dans la stratégie des transports français l'utilité des grandes compagnies de chemin de fer. Et Paris est un nœud ferroviaire, mais pas nécessairement un isolat, en quelque sorte. Et puis il y a les fameuses grandes compagnies. Avant qu'en 1936, elles soient en grande partie unifiées sous l'égide de la SNCF. Il y a la Compagnie du Nord, il y a le Paris-Orléans et sa gare d'Orsay, il y a le Paris-Lyon-Marseille et sa gare d'Austerlitz. Bon, de grosses compagnies comme ça, la Compagnie de l'Est, qui sont des groupes de pression, si l'on veut, ce qui est bien normal, et qui sont ce que certains membres du conseil municipal appellent des féodalités financières, c'est-à-dire des grosses compagnies. Féodalité, c'est un mot qui sonne un peu marxiste, mais je ne pense pas que ce soit une vision marxiste des choses. Ils ne veulent pas, en tout cas, de ces grosses compagnies dans Paris. Mais ça peut aussi être des acteurs qui donnent l'impulsion. Faire un métro à Paris, c'est quoi l'idée? Une fois qu'on a abandonné le projet des Halles, c'est permettre aux gens qui vont du nord au sud de la France, ou inversement, de l'est à l'ouest aussi, de ne pas perdre trop de temps en changeant de gare. Ce que fait tout provincial à Paris, et chaque Parisien étant quelque part un provincial, on a tous vécu ça. Le transfert à Paris peut être un peu long, et d'autant plus avec des bagages. Les grandes compagnies veulent un réseau qui relie les grandes gares entre elles, mais principalement cela. Et la ville de Paris veut plutôt un métro qui alimenterait la circulation dans Paris intramuros. Cet intramuros est fondamental dans la conception du métro. Il est autant technique que sociologique. Et puis, un personnage a son importance dans une société qui s'appelle la CGT, qui n'a aucun rapport avec l'autre, qui serait plutôt même une sérieuse concurrente, puisque c'est la Compagnie Générale de Traction, qui est la première grosse structure créée pour financer et penser un métro à Paris. Cette personne, c'est le baron Empain, un richissime belge, un homme d'affaires belge, spécialisé dans les tramways, qui donc a une expérience. Habilement, certaines règles nationales françaises font qu'il ne peut pas y avoir d'étrangers dans les conseils d'administration, voilà, histoire d'évincer le baron Empain, qui met un homme de paille. Mais la CGT, la Compagnie Générale de Traction, j'insiste, donc fait partie des premières structures à lancer l'impulsion et la nécessité d'un métro et de ses financements. Alors c'est aussi un débat technique, économique, politique. Politique, j'en ai dit deux mots. La ville n'est pas d'accord avec l'État, et pourtant, ce sont les deux acteurs majeurs dans la mise en place, en tout cas en France, dans la une en place d'un réseau de transport. Et le débat technique, c'est qu'est-ce qu'est le métro? Le métro, est-ce que c'est un chemin de fer d'intérêt local? Est-ce que c'est un chemin de fer d'intérêt national? C'est un débat extrêmement intéressant que j'ai pu voir dans les archives, qui lie à la fois la technique et le droit, et les ponts et chaussées, donc le sommet de la pensée administrative en matière de voies de chemin de fer, si l'on veut en France, évoque la notion du cas d'espèce. Autrement dit, au bout d'une trentaine de superbes pages manuscrites dans un très beau style, l'administration sait avoir du style. Non, c'est vrai en plus, au moins elle savait. L'idée, c'est que finalement, ça dépend. Ça dépend si le métro est un chemin de fer ou pas.
Et ça peut paraître un peu picrocolin, un peu pinailleur comme façon de voir, mais le tramway n'est pas un chemin de fer, c'est un tramway. Par contre, s'il se met en aérien, ça risque de devenir un chemin de fer. Bon, voilà, il y a tout un tas de débats comme ça. S'il est souterrain, c'est peut-être un chemin de fer, mais on n'est plus dans une voie de surface. Mais Paris, c'est un département, donc c'est des routes nationales, donc c'est de l'intérêt national. Ah bon, il y a tout un débat comme ça, et l'idée derrière, c'est est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est la ville qui décide de maîtriser le réseau? Bien. Le temps passe, beaucoup de projets se font. On va s'arrêter rapidement sur ces projets. Alors, il y a de tout dans les projets. Ça a été, dans ma courte vie de chercheur jusqu'à présent, un beau moment de lire les différentes plaquettes. Parce qu'évidemment, chaque inventeur de métro trouve que le sien est la meilleure solution, et vous allez voir qu'il y a quelques citations qui valent la peine. D'abord, c'est l'âge d'or de la gravure, 1870, 1890. Après, la photo commence à arriver, mais les travaux commencent aussi. Donc, on abandonne les projets à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gravure? On va peut-être aller directement, voilà, vers certains projets. Je zappe mon plan, j'aurais dû mettre ces photos, ces images avant. Alors, on oublie cette image-là, excusez-moi, qui est la réalisation, et on va regarder celle-ci en bas. Voilà. On est à côté de la tour Saint-Jacques. Hein. On est à l'angle Rivoli-Sébasto, si je puis me permettre. Donc Rivoli-Sébastopol. Le BHV n'existe pas encore dans la perspective, mais c'est pas si loin de là. Et voici le projet d'Arsène Olivier de Landreville, qui propose un viaduc à 30 mètres de hauteur, sur piliers en fonte, qui est un métal, évidemment, le métal roi de l'architecture légère industrielle de l'époque, mais aussi un métal, n'oublions pas, qui casse. Hein, la fonte, ça ne tord pas. Donc à 30 mètres de hauteur, ça ne peut pas tenir avec les vibrations. Hein, ça ne fonctionnerait pas. Mais bon, le projet est là, et il montre, entre autres gravures, le croisement de deux lignes à hauteur donc, de cette fameuse tour Saint-Jacques. Alors les stations se trouveraient dans les derniers étages des immeubles, dans une atmosphère pure, dit-il, calme et inondée de lumière. C'est le rêve, ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est le rêve hygiéniste. Hein, c'est se dégager des miasmes. Voilà. Plus on est au soleil et plus on échappe aux miasmes. Chacun sait que c'est l'époque où on met les tuberculeux à la montagne, là où il y a le moins d'air possible, pour leur faire respirer mieux, hein, avant de les mettre à la mer. On s'aperçoit que c'est mieux d'être en bord de mer. À hauteur de la tour Saint-Jacques, il défend son projet. Hein. Il monte la tour Saint-Jacques et il dit à hauteur de la tour Saint-Jacques, les deux œuvres de l'homme, dans leur dissemblance, viendront se compléter l'une l'autre. Je vous laisse juge de la façon dont ça peut se compléter. Mais ce qui est intéressant, c'est cette gravure qui montre d'abord une circulation dans Paris pas du tout régulée encore. Hein. Il faut attendre 1930 pour avoir une régulation correcte avec des feux, des signalisations, des choses comme ça très précises. Donc c'est les embarras de Paris qu'on entreaperçoit un peu, mais c'est surtout une avenue d'une largeur ahurissante, d'une perspective superbe, et la plupart des gravures montrent le métro dans un Paris haussmannien, sinon totalement haussmannisé. On ne pense pas du tout au métro qui passerait près de Notre-Dame, par exemple. Pourtant, il faudra bien qu'il passe quelque part. Donc les projets montrent des choses tout à fait idéales, comme celui-ci, le projet chrétien 1882, qui montre tout en haut, là, l'Opéra de Paris, est à peine visible sur la gravure, on le voit ici. On a même blanchi tout autour pour que ça ne fasse pas trop noir sur noir, en quelque sorte. On a un viaduc du métro. Hein, voilà. Parce que tout métro serait en aérien hein, dans ces projets-là. Ici, on a un autre élément du projet, c'est comment faire le tour de la place de la Bastille, hein, par un système de viaduc. Il y a, à une époque où le dessin industriel existe, à une époque où on fait des schémas précis, ça fait déjà longtemps qu'on sait en science faire des schémas précis, on a un dessin presque naïf, hein, on n'est pas à l'échelle. Mais c'est l'idée que ça passe, ça passera, ça fonctionnera. En 1887, un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelle Hague propose une artère de 4 voies, 2 à 2, l'une par-dessus l'autre, soutenue par un viaduc en maçonnerie sous lequel il y aurait des boutiques. C'est exactement ce qui se passe à la sortie de l'ancienne gare de la Bastille, derrière l'Opéra Bastille. On a récupéré les anciennes voies et on a mis les arcades en dessous. Qu'est-ce qu'il dit, lui, à Hague? Une alliance heureuse de l'architecture et de la construction industrielle, une opération de voirie grandiose, qui permettrait d'inaugurer dignement les grands travaux de la République, il y a une idée derrière, hein, les grands travaux de la République, et d'ouvrir une ère d'apaisement social. Il faut fournir du travail à la région parisienne, voilà, éviter les chômeurs. Hein. Lorsque Hague parle, on est en 1887, la République s'établit, et il lui faut aussi ses travaux édilitaires. L'Empire en a eu quelques-uns, le Troisième Empire en a eu beaucoup, le Premier en a eu quelques-uns, la royauté en a eu.
faut bien que la République ait aussi ses grands travaux. Donc voici un peu les différents types de projets que l'on peut voir. J'en cite un, je n'ai pas amené l'image parce qu'elle n'est pas très parlante, mais la description vaut la peine. C'est un projet de 1887, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a toujours pas de métro à Paris, 1887. Les Anglais circulent dans le métro depuis 30 ans à ce moment-là. C'est Mazet qui présente ce projet, il est capitaine au long cours. C'est sa spécificité, c'est ça qui est marqué sur sa petite plaquette. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne qualité pour projeter un métro, mais ce qu'il présente, lui, c'est un métro suspendu. Vous le décrire de manière cohérente, mais pas évident. Ce sont des barques qui passent sur des roulettes qui sont sur des poteaux, d'un poteau à l'autre. Vous voyez, on est au bord d'Alice au Pays des Merveilles, presque. Mais ça glisse comme ça, d'un poteau à l'autre. Alors évidemment, les barques sont toujours sur deux poteaux en même temps. Mais c'est quand même assez troublant, ce système de barques. C'est le plus poétique que j'ai vu. Voilà. C'est toujours un peu une foire aux inventions, mais qui prouve aussi des grands espoirs dans la technique. On a l'espoir un espoir absolu dans la fonte, qui va tout résoudre, dans le transport aérien. C'est déjà de manière presque enfouie les grands décors de science-fiction ou de métropolis où la circulation se fait sur plusieurs étages dans des villes tentaculaires, dirait le poète belge Verhaeren. Voilà, donc c'est ça la première grande idée. Je reviens un tout petit peu en arrière pour mon plan. J'ai bloqué la machine. Je suis sûr que je vais y arriver à bloquer la machine. Mettez un enseignant avec une machine comme ça la bloque. Voilà. Alors, donc c'est un reflet des attentes face aux techniques. On espère beaucoup. La pierre, pas énormément. La fonte, le métal, beaucoup. Et puis, il y a un dernier projet qui intervient. C'est le projet Berlier. Mais avant, dans ces attentes face aux techniques, je voudrais dire une petite chose. C'est est-ce que le métro doit être aérien ou souterrain ? C'est un vrai débat, puisque l'électricité commence à peine à devenir une énergie efficace pour transporter des grosses charges. Alors, on a peur du souterrain, d'abord, parce qu'il isolerait les piétons de la ville. C'est un débat d'urbaniste qui revient plus tard. On n'a pas encore idée, évidemment, que le métro draine des acheteurs. Vous allez me dire, oui, mais à Londres, ça fonctionne. Oui, mais l'étude marketing au 19e n'est pas encore au point. Elle n'est pas encore bien faite. Il y a des voyages d'études à Londres, des élus municipaux qui se rendent à Londres pour observer le métro, pour voir comment il fonctionne. On admet une circulation sous terre, possible, mais les détracteurs sont nombreux. Alors, en 1891, et on s'approche toujours du XXe siècle, il n'y a pas de métro à Paris, un conseiller municipal propose un projet aérien et la façon dont il défend son projet montre la ligne des Parisiens pendant près de 20 ans, finalement. Des Parisiens, y compris du Quidam, du Badaud. Le souterrain, dit-il, c'est Paris éventré. L'aérien, c'est Paris défiguré. Rue barrée, circulation interrompue, affaires suspendues, remuement et amoncellement de terre, voirie défoncée, tous les intestins de la chaussée mis à nu et la fièvre typhoïde en permanence. Voilà le spectacle qu'on se représente comme devant durer longtemps. On veut bien un progrès dans le mode des transports, on ne veut pas de révolution. Voilà, il est conseiller municipal, donc et aussi un espèce d'art oratoire, mais j'aime bien la dernière idée. On veut le progrès, mais on ne veut pas que ça change. Voilà, en quelque sorte. On veut le progrès, mais sans le bouleversement, mais c'est très difficile dans les grands travaux. Alors, l'argumentaire de la maladie du ventre de Paris qui serait ouvert, pour le coup, qui ne serait pas celui de Zola, mais qui serait vraiment ouvert, elle révèle aussi la conception organique, la conception vivante de la ville, qui est aussi en souterrain un monstre. Les égouts, je le redis, existent déjà, mais les égouts, pour le coup, c'est vraiment la conception organique de la ville. C'est pas toujours maîtrisable, ce sous-sol, d'où on pourrait exhumer des maladies. En 1903, le métro souterrain est critiqué. Et voilà le palais rêvé et enchanté de la tuberculose, avec station au Père-Lachaise. Dit l'auteur, non sans humour, puisqu'il y a bel et bien une station aujourd'hui de métro Père-Lachaise. La tuberculose, c'est la grande crainte, puisque c'est la maladie qu'on ne soigne pas. On redoute aussi, donc les courants d'air, le froid, l'humidité, les maladies. On redoute aussi l'incendie avec la vapeur. On pense d'abord donc
à l'aérien, puisque le temps avançant, le temps arrivant, on pense aussi à l'électricité, mais d'abord à l'aérien, en attendant l'électricité si précieuse, si commode et si charmante, dit celui qui faisait le projet de 30 mètres de haut. Voilà. Bien. Alors, il y a d'autres critiques. Avec un projet souterrain où tout est laissé à l'imprévu et au hasard, il est impossible de fixer de bonnes conditions financières. Ça, c'est pas bête comme objection. Et si on creuse dans le sous-sol, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Le creusement du métro de Paris a permis de découvrir des vestiges. La commission du Vieux-Paris naît en 1898, en même temps qu'on fait les trous dans Paris, mais a permis aussi de déterminer un peu plus précisément la composition du sous-sol de Paris, voilà, qui est un sous-sol plein de glaises, assez intéressant, et avec pas mal d'eau par endroit, voilà, et des carrières. Je reparlerai des carrières, qui sont le fait de l'homme, évidemment. Et en 1884, Jules Garnier, qui est l'auteur d'un projet qui ressemble beaucoup à notre aérien actuel, même si le sien est entièrement aérien, il n'a pas de parenté avec l'architecte. Il défend son projet d'une manière très, très jolie. Et que fait à l'habitant de Londres d'être sous terre, au milieu de la vapeur, de la fumée, de l'obscurité? Il est dans les mêmes conditions sur terre. Prenez le Parisien qui aime le jour, le soleil, la gaieté, la couleur autour de lui, et proposez-lui de le déranger de son chemin pour aller chercher dans l'ombre un moyen de transport qui sera un sépulcre anticipé. J'adore cette formule. Il refusera. Enfin, dit-il, les travaux des terrassements du tunnel n'occuperont qu'un petit nombre d'ouvriers, la plupart étrangers. Alors que le métro aérien ouvrirait de grands chantiers où les classes laborieuses pourraient trouver une légitime et immédiate satisfaction. L'idée rôde déjà, alors une sorte, de racisme si on veut, de dire oui, il faut aussi employer les Français. Bon, c'est aussi qu'il y a eu des crises. Avant, en 73, il y a une crise économique. 1848, la Première République, la première, quelle horreur pour un historien. La deuxième dit essaie de lancer des grands travaux, des choses comme ça pour absorber des pics de chômage qui, s'ils n'ont rien à voir avec les actuels, ont quand même marquent les contemporains. Donc, on ne peut pas employer les étrangers, ils sont payés moins cher. Enfin, c'est le débat qu'on trouve tout au long du 19e et début 20e. Et puis, arrive dans tous ces débats, puisqu'il n'y a toujours pas de métro à Paris, au risque de me répéter, le projet Berlier, Jean-Baptiste Berlier, c'est un ingénieur, et qui présente un métro tout à fait intéressant. Son tracé, ça serait Porte de Vincennes, Pont de Neuilly, ou Porte de Vincennes, Neuilly, à peu près. Ça fait furieusement penser à une ligne en particulier, avec des arrêts à la Concorde, aux Tuileries, etc. etc. Bon. Ce seraient des trains à traction électrique qui circuleraient chacun dans un tube métallique, sous terre. Et évidemment, ça ressemble énormément à la ligne 1. Dans le tracé, c'est la ligne 1. Dans le procédé, le tube métallique, on le retrouve par endroits, lorsqu'il s'agit de traverser des sous-sols très difficiles. Et lorsque Berlier voit, dans le projet final, un peu plus tard, j'en reparlais, sa ligne intégrée au projet, en quelque sorte, et certains de ces procédés, électriques, souterrains, tubulaires, semi-tubulaires, etc., il proteste, et la ville lui l'indemnise à hauteur de 500 000 francs à l'époque. Alors, je n'ai pas refait le calcul en euros actuels, mais c'est une très grosse somme, 500 000 francs en 1900 à peu près. Et en plus des 500 000 francs, la ville lui offre la concession d'une ligne. C'est la ligne nord-sud, puisqu'elle n'a pas le numéro des autres, puisqu'elle est extérieure. C'est la seule ligne, elle n'est pas concurrente, elle est complémentaire du reste du métro. C'est l'actuelle ligne 12, enfin quand je dis actuelle, là aussi ça fait ancien du métro, c'est la Médicis Front Populaire. Je crois que c'est ça maintenant. Et si vous la prenez quelques fois, vous verrez que les entrées de cette ligne ne sont pas dessinées de la même manière que les encadrements de publicité prévus dès le départ. Il ne faut pas râler contre la publicité aujourd'hui. Dès le départ, il y avait de la publicité. Il y avait de la publicité sur les toits des autobus parisiens dans les années 1910-1920. Les encadrements de publicité, etc., ne sont pas les mêmes et ils sont siglés NS, Nord-Sud. On a gardé ce petit décor. En 1930, elle devient la ligne 12. Elle est réintégrée au reste du métro. Voilà. Voilà pour tout cet ensemble de projets, plus ou moins fantasques, mais qui illustrent aussi bien des souhaits. Et on peut passer aux travaux, tout en négociant quelques derniers accords, car nous sommes en 1893-94, et il n'y a toujours pas de métro à Paris. Voilà d'autres projets, je vous les montre rapidement, mais c'est toujours la même idée.
du viaduc et un superbe Paris. Je n'arrive même pas à savoir dans quelle rue nous sommes ici. Je ne reconnais pas ces immeubles. Ils ressemblent un peu au printemps, mais c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Mais c'est le Paris d'Haussmann, un peu rêvé, que des dessinateurs belges reprennent dans certaines bandes dessinées, Skeuten et Peters. Bon, autre problème. Alors si on entame les travaux ils commencent par d'abord les derniers accords, puisque 1900 arrive, mais le tournant du siècle, si l'on veut, même si c'est 1901, bon, en tout cas la date symbolique arrive, mais c'est aussi le projet d'exposition universelle arrive. Il y a déjà eu des expositions universelles avant, à Londres en particulier, et ça a été des succès techniques, technologiques impressionnants. Si à Paris il n'y a pas de métro, c'est moins bien que les autres grandes capitales européennes ou américaines. Il y a un métro à Chicago, un métro à New York, déjà à ce moment-là aussi. Il y a un métro à Berlin, qui est non seulement une capitale européenne, mais une concurrente en 1900 quand même. Et concurrente même idéologique, si l'on veut. Et il faut donc un métro à Paris pour drainer la population qui va venir visiter cette expo et pour montrer les capacités de Paris, voilà, à être une grande capitale. Alors, un projet en 1895, le métro, vous allez voir que c'est un peu une usine à gaz, le métro utiliserait ses propres voies pour un quart de la surface de la longueur des lignes, et le reste se ferait sur les voies des grandes compagnies, et il y aurait un système de péage mutuel, les grandes compagnies pouvant emprunter les voies du métro, le métro empruntant les voies des grandes compagnies, bref, un accord un peu compliqué, imaginable, hein, mais la réponse de la ville, c'est que le métro ne conservera son incarnation qu'en tant que compte COMPTE, qu'en tant qu'aspect comptable, il n'y a pas de quoi nous rassurer, disent les élus de la ville qui craignent de se faire avaler par les grandes compagnies. Rien ne justifie les sacrifices demandés à la ville pour le motif exclusif de la fameuse féodalité financière. Voilà ce qui est dit. Et finalement, la ville a la main à ce moment-là, puisque qu'est-ce qu'elle dit ? On ne financera pas le métro si ce n'est pas nous qui avons la main sur des concessions qui seraient sous notre contrôle. Alors, l'exposition universelle arrivant, il faut absolument trouver un accord. Et le dernier accord possible, faisable, c'est que le métro sera d'intérêt local, donc contrôlé par la ville, si la ville accepte le tracé proposé par l'État. Voilà, la concession, la négociation possible. Et en avril 1896, un avant-projet est mis en place qui synthétise pas mal de plans qu'on peut voir encore conservés dans les archives. Un nom est apparu au cours de ces grands débats, c'est Eiffel. Il s'est lancé dans l'aventure. Ça a été presque un projet qui a presque abouti, parce que son prestige et son nom soutenaient un plan, pas incohérent d'ailleurs. Mais finalement, la compagnie du métro de Paris, la CMP, l'ancêtre de la RATP, naît le 19 avril 1899. Voilà. L'exposition, c'est un an plus tard. Donc il y a intérêt à ne pas trop traîner, même si les travaux ont commencé un tout petit peu avant. Et ils ont commencé les travaux sous la direction d'un personnage bien particulier, Fulgence Bienvenu, ne serait-ce que le prénom vaut la peine, mais Fulgence Auguste Marie Bienvenu, il est breton d'origine, il est issu d'une fratrie, je crois, de 12 enfants, ce qui n'a rien d'exceptionnel dans le milieu dont il est originaire. Il est d'une famille plutôt cultivée. Et il est, je le dis tout de suite, le seul à qui on ait rendu hommage à travers le métro de son vivant, puisque la station Montparnasse a été baptisée Montparnasse Bienvenue en 1932, alors qu'il il meurt en 1936. Évidemment, comme gamin, j'ai longtemps cru qu'on accueillait les gens à Montparnasse par un gentil petit mot, avant de me rendre compte que ça s'écrivait avec le tréma, mais je ne sais pas si le tréma existait. Il faut me pardonner, le tréma n'était pas marqué sur la plaque. Bon. C'est la gare des Bretons, Montparnasse. C'est aussi pour ça qu'on lui a mis, qu'on a placé son nom ici. Alors, Bienvenu, c'est un personnage exceptionnel. J'ai mis 3 dates. Sa date de naissance, sa date de prise de service du métro de Paris et sa date de départ à la retraite. Voilà, faites le calcul. Comment il se présente en 1932 au ministère des Travaux publics ? Voilà comment il se décrit lui-même. Né le 27 juillet 1852, entré à l'école polytechnique en 1870, nommé élève ingénieur le 1er novembre 72, inspecteur général des ponts et chaussées de première classe à compter du 1er février 1910. Il va vite sur sa carrière. Je suis depuis le 1er février 1886
dans la position de service détaché au service municipal de la ville de Paris, actuellement directeur des services techniques du métropolitain et du port de Paris. Il finit sa carrière en étant patron du métro, patron technique du métro et du port de Paris, Gennevilliers. C'est énorme comme poste. Le port de Gennevilliers, c'est presque honorifique parce qu'il est en fin de carrière. Donc il a une carrière intéressante. Il est à Paris depuis 86. Il a travaillé à pas mal de choses. Il travaille à Chambéry dans la construction d'un chemin de fer. À Bordeaux, il est au service des ports. En 1875, il est sur une construction de chemin de fer en Normandie et un accident lui fait perdre son bras gauche. Il se décrit lui-même comme étant d'ailleurs exproprié du bras gauche, avec une espèce d'humour d'ingénieur qui peut ne pas déplaire. Il travaille au chemin de fer de l'Est, donc il travaille aussi dans le secteur privé. Et à un moment donné, en 86, donc, il est à la 8e section aux adductions d'eau, si l'on veut, de la ville de Paris. Et un membre du conseil municipal, revenant sur sa carrière, note avec humour que les ingénieurs de l'État ne sont bons que lorsqu'ils ont passé dans les services de la ville de Paris. Voilà. Il y a tout un jeu à l'époque sur la figure de l'ingénieur. Lui, il est polytechnicien, donc il est X. Il est X-Min, même, je crois, donc il est au sommet des polytechniciens. Les centraliens, évidemment, n'ont pas voix au chapitre là où il y a des polytechniciens, et inversement. Et les grands corps de l'État, les ponts et chaussées, etc. Il est X-Pont, pardon. Il est X-Pont. Et les ponts et chaussées, évidemment, sont un repère de X. Alors, je ne sais pas s'il y a des anciens X ou des anciens centraliens dans la salle, mais ça reste encore, d'ailleurs, une tradition. Bon. Il participe à pas mal d'équipements à Paris, d'équipements de sous-sol, canalisation de gaz, éclairage, etc. Et il participe à la fin de l'haussmanisation, finalement, Haussmann. Alors, il a des amitiés parmi les élus des quartiers populaires de Paris, même si lui-même est un conservateur qui s'affiche. Ses idées ne sont pas du tout progressistes, mais c'est avant tout un technicien. Voilà. Les dérivations depuis assez loin, de la Vigne, du Verneuil, du Loing, du Lunin, tout ça, il a dirigé ces travaux-là, ces eaux qui arrivent encore aujourd'hui à Paris et qui permettent à Paris d'avoir de l'eau de source et de l'eau potable. C'est une des rares villes au monde à avoir 2 réseaux d'eau. L'eau qui est ouverte par les hommes en vert le long des trottoirs et qui fascine tant les enfants, en tout cas qui mouille nettement les chaussures des miens, c'est de l'eau de source. Voilà. En principe, elle n'est pas buvable. Je ne pense pas que ça soit un drame. En tout cas, je me rassure comme ça, s'ils la boivent. Alors, bon, les avis des supérieurs hiérarchiques de bienvenue, on en voit quelques-uns. En 1880, son ingénieur en chef déclare qu'il est toujours sur la brèche, avec un personnel inexpérimenté. Il est parvenu à exécuter ses travaux dans des conditions excellentes, avec une grande rapidité. Donc, c'est quelqu'un de bien noté. Il est diplomate, c'est un auxiliaire précieux dans la discussion des affaires contentieuses, dit un autre de ses supérieurs. Voilà, alors c'est évidemment une qualité importante lorsqu'il s'agit d'un très gros chantier comme le métro, parce qu'il va avoir affaire à des entrepreneurs qui ne sont pas diplomates par nature, même si ce n'est pas une critique, ce n'est pas leur boulot, et il va falloir construire sur la durée un réseau solide. Donc il va falloir négocier avec ces entrepreneurs. Se fâcher avec eux, c'est risquer de les perdre. Bon. Et il a fallu aussi de la diplomatie pour bienvenue lorsqu'il impose son projet de métro, son projet final, puisque aux portes de Paris se trouvent les terminus, à l'époque, même si ça a un peu progressé aujourd'hui à peine. Mais seulement aux portes de Paris, c'est aussi les fortifs. Elles existent encore. Et si on met des terminus de métro aux portes de Paris, alors la cavalerie va entrer par le métro pour aller envahir Paris. C'est la crainte de certains élus municipaux. Si les Allemands prennent un terminus, ils vont prendre le métro et rentrer dans Paris. C'est la crainte. On peut les comprendre. On est 20 ans après 1870. Et 1870, c'est pas la première fois qu'il y avait eu des soldats venus occuper Paris, à la chute de Napoléon Ier aussi. Bon, donc il y a une vraie crainte, et il arrive quand même à faire passer le métro sous les fortifs, qui sont démolis à partir de 1920 plutôt, dans les années 1920. Donc, Porte d'Orléans, souvenez-vous-en, c'est d'abord refusé par l'armée. Alors, il faut un lien assez fort entre ingénieur et entrepreneur. Je regarde si je suis dans mes structures correctes. La réalisation du métro,
c'est aussi un lien très fort. Je vais passer assez rapidement, mais en tout cas, les sélections d'entrepreneurs sont complexes. Hein. On travaille, je vous le dis très vite, par ce qu'on appelle l'adjudication fermée, techniquement. Autrement dit, le projet du métro est voté. Les lignes de métro sont tronçonnées en parties d'environ 1 km. Chaque partie coûte une certaine somme. Et les entrepreneurs vont dire, moi, je prends cette partie-là pour un peu moins. Je rabaisse mon offre. Les entrepreneurs qui ont le droit de faire ça ont été présélectionnés sur une longue liste qui est conservée aux archives de Paris, où on voit apparaître évidemment quelques-uns qui ont de très belles références, qu'on voit encore, hein, Chagnot, Fougerolles, c'est des noms qu'on voit apparaître. Les sociétés ont changé, mais on les voit apparaître encore dans des gros travaux. Et donc ils proposent tous un rabais. Et benoîtement, j'ai fait mes listes, moi, de rabais proposés en me disant, ah bah oui, on va faire les calculs. Sur la ligne 2, il propose 20% de rabais. Sur la ligne 3, il propose environ 20-25% de rabais par rapport au prix fixé. Toutes les enveloppes sont ouvertes le même jour à la même heure, et chacun prend évidemment chaque moins cher est élu. Et sur la ligne 1, il ne propose rien. Il propose entre 0 et 2% de rabais, il y en a même qui proposent plus cher. C'est l'affaire Pélican, je suis à l'origine de quelque chose d'énorme. En fait, ce qui est très probable, c'est que ligne 1, les entrepreneurs se sont entendus. Le chantier de l'exposition universelle était énorme. Ils avaient déjà des chantiers, il y avait déjà des moyens de gagner de l'argent. Et tant qu'à faire, autant faire pression sur la ville pour la faire payer le plus cher possible. Ligne 2, les grands chantiers disparaissent et il reste le métro. Il y a d'autres chantiers en France, bien sûr. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de grands chantiers en France. Le chemin de fer commence à ralentir. Donc les rabais augmentent. Voilà. Donc la ligne 1 était payée plus cher que les autres par la ville de Paris. Bon, après c'est tout un jeu de négociation. Sur les décomptes, je passe vite, mais bienvenue à une nette tendance à signer les accords de paiement aux entrepreneurs une fois que les travaux sont finis, avant que la préfecture n'ait son mot à dire. Préfecture qui parle d'ailleurs de pratiques détestables. Pratiques détestables dans un terme, dans un document administratif. C'est quand même assez rare qu'on ait un niveau de protestation très élevé. Parce que quand il signe, il engage la ville. Donc évidemment, les services de compta peuvent toujours dire c'est beaucoup trop cher, c'est signé, c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas pour embêter la ville de Paris. Hein. À la limite, la ville de Paris, c'est pas son employeur, il est détaché. Il a la position du détaché. Mais il garde un bon lien avec l'entrepreneur, quitte peut-être à négocier plus tard les prix. C'est pas bête ce qu'il fait, finalement, sur la durée. Et puis, il faut croire qu'il est bon, puisqu'il reste en poste, 1888-1932, un certain nombre d'années. J'arrive jamais à faire le calcul. C'est pas des chiffres ronds. Donc, il reste une trentaine d'années en poste. 34, merci. C'est vrai, en plus, j'y arrive pas. 34 ans en poste. 34 ans de carrière seulement au métro, alors qu'il a commencé sa carrière dans les années 1860. Donc il a 2 prolongations de carrière par le ministre des Travaux publics. Voilà. C'est un exemple que je ne cite pas trop actuellement, parce que il prend sa retraite à plus de 80 ans, quoi, finalement. Voilà. Alors, c'est quelqu'un de bon, donc, puisqu'il reste quand même très longtemps. Et sa stabilité donne au métro certainement une unité de construction, d'allure et, j'espère, de qualité. Enfin, j'espère, j'ai pas de part à la RATP, mais je pense que ça a tenu certainement à unifier la qualité du réseau. Alors, on va peut-être passer un petit peu quand même à certains éléments essentiels des travaux. Le métro passe dans divers endroits. Après, on feuille très rapidement. Après, il y a des images, c'est promis. Mais je parlerai encore. Le métro passe essentiellement sous Paris, d'abord sous les grandes voies, parce que c'est le plus simple, de creuser sous les grandes voies. C'est dans les années 1920-1930 qu'on va se mettre à passer sous les voies plus étroites. Et là, c'est plus compliqué techniquement. Mais le métro passe au travers de carrières. La ligne 2 sud... Pardon, je fais une bêtise. La ligne 2, alors que moi j'appelle la ligne 2 sud, en fait, il y a une grande ligne circulaire qui est actuellement la 6 et la 2. Et les pros disent la 2 sud et la 2 nord. Voilà. Donc la ligne 2, l'actuelle ligne 6, on va faire simple. L'actuelle ligne 6, elle passe sur des carrières de calcaire dans tout le sud de Paris. Les carrières, c'est quand même un gros défaut, c'est que c'est des trous. Le métro doit passer soit par-dessus, soit par-dessous, soit au milieu du trou. Le métro ne va pas faire des montagnes russes, il doit rester le plus horizontal possible. Donc ces passages sont très compliqués, on a des plans des carrières. Mais vous vous doutez bien que certains carriers ont exploité un peu plus que ne prévoyait le plan. Donc il faut sonder, il faut observer. Sur la ligne sous les carrières de gypse, alors la ligne 2 nord, pardon, l'actuelle ligne 2, excusez-moi, passe sous des carrières de gypse.
Le gypse, c'est un matériau qui, entre autres, a armé, je crois, le toit du Panthéon, ou en tout cas la lanterne du Panthéon, tout en haut. Un matériau très solide à la compression, très léger, mais qui a un défaut, il est soluble dans l'eau, partiellement soluble. Autrement dit, on peut faire des carrières très très hautes, puisque les piliers peuvent tenir des pressions énormes, mais dès que la carrière s'humidifie, elle peut s'effondrer. On a des carrières entre 8 et 13 mètres de hauteur. On a des très belles photos où il y a un personnage qui donne la hauteur, c'est magnifique. Seulement quand ça s'effondre, évidemment, ça ne prévient pas. Voilà, Montmartre est construit sur des carrières de gypse, ça a été solidifié tout cela. Mais le problème, c'est que quand le métro doit passer au travers de ces structures, c'est un travail énorme et partiellement imprévu. Et une station comme Danube, par exemple, est suspendue par des piliers au milieu de plusieurs couches de carrières de gypse. Enfin, bon, il y a des maquettes qui sont conservées à la RATP, à la maison de la RAP, où la station est sur pilotis, des pilotis monumentaux, évidemment. Évidemment, le passager ne se rend pas compte. On est totalement aveugle de tout cela. Mais ça a été des travaux considérables qui ont quand même été menés dans les temps. Il n'y a pas eu trop de catastrophes et d'effondrements. On a paumé les plans de la ligne des carrières de gypse à un moment donné. Ils ont été retrouvés Sage, un vieux géologue, dans sa maison, etc. Enfin, il y a une partie presque Simenon dans l'affaire. Mais on a perdu à un moment donné les plans et il fallait quand même que le métro avance. Bon, donc c'est des très gros travaux qui coûtent beaucoup plus cher parce que c'est du béton, c'est du ciment, c'est des recherches, du ralentissement. Et il ne faut pas que ça se ralentisse. Bienvenue d'ailleurs à la fin de ces gros travaux, on est en 1904 à peu près, 1905, propose une prime aux entrepreneurs qui sont passés au travers des carrières. Voilà. Sachez que la station Place d'Italie aussi est en plein milieu des carrières. Le sommet de la Place d'Italie, c'est plein de carrières. Sans parler d'Enfer Rochereau qui est à côté de ce qu'on appelle les catacombes, qui sont en fait des carrières. Il n'y a pas de catacombes au sens religieux romain du terme à Paris. Sous la Seine, il a fallu passer pas mal de fois. Sous la Seine, le passage le plus impressionnant, c'est la ligne 4, donc à Châtelet. Il y a 2 passages successifs, petit bras, grand bras. Il faut passer 2 fois sous la Seine. Il faut passer sous l'île de la Cité, qui est quand même un terrain humide aussi. Et il faut faire tout cela tout en respectant les voies du Paris-Orléans, l'actuel RER. Vous allez me trouver vraiment pour un béotien, l'erreur jaune, c'est le C, c'est le B. C'est le B, pardon. Voilà. À chaque fois, je me mélange, à chaque fois, on me regarde avec des gros yeux. Moi, je prends le métro. Donc, ce RER-là, qui reprend les voies du chemin de fer Paris-Orléans, qui ne devait pas s'arrêter pendant les travaux. C'est la C. Hein, on est bien là, c'est la C. Voilà. Donc, c'est la C. C'est ça. Voilà, c'est celle-là. Et qui reprend donc, voilà, qui s'arrête à Luxembourg. Bon, je suis en train de dire une bêtise. Mais bon, il ne fallait pas que ce train, qui circule encore aujourd'hui, mais dans des conditions moins limitatives pour la nuit en particulier, s'arrête. Or, le terrain est totalement mouillé, on est au bord de la Seine. Donc il y a là une vingtaine de mètres de longueur à creuser dans de la boue, sans abîmer les voies au-dessus, alors que le train fait vibrer énormément tout ça. Donc il y a un choix qui est pris, c'est de congeler le sol. C'est pas un choix extraordinaire, les mineurs le font déjà, enfin les ingénieurs des mines le font déjà dans certaines grandes mines, mais ils congèlent en vertical, alors que là on a congelé en horizontal. Alors les ingénieurs sont tout émoustillés, on va voir comment ça marche. La diffusion du froid à l'horizontale n'est pas la même qu'à la verticale. Bon, soit, en tout cas ça fonctionne. On congèle avec une usine à congélation, évidemment. Un immense arrière de réfrigérateur qui est mis dans la Seine, mais pour ça il faut détourner la Seine. On ne va pas mettre l'usine à congélation dans l'eau de la Seine, ça serait une catastrophe. Donc il faut détourner la Seine en partie, mettre l'usine, refroidir le sol, trépaner le sol. On pète régulièrement le tympan, le trépan, le tympan aussi, on verra sur la ligne, sur certains travaux, on est à la limite de cela. Et ça coûte une fortune parce qu'il faut changer les diamants du trépan. Bon bref, c'est pour quelques dizaines de mètres des travaux énormes. Aujourd'hui, évidemment, on ne voit rien. Moi, des fois, je regrette qu'il n'y ait pas une petite plaque à certains endroits, sur les grands travaux, ou sur les morts. Je ne parlerai pas beaucoup des morts, mais il y a eu des morts. À Notre-Dame, il y en a eu, des noyés dans les travaux. Là aussi, les archives sont d'une discrétion contestable, si on veut. En tout cas, je n'ai pas vu toutes les archives, mais je n'ai pas vu beaucoup de morts. Je pense qu'il y en a eu plus que cela. Bon, en tout cas, c'est des travaux énormes qui durent des mois et des mois, qui bloquent la circulation. Je reviendrai sur tout cela. Et puis, en dernier lieu, la ligne 1 devait être construite avec une machine qui protège ceux qui creusent à l'avant. Voilà. Vous êtes devant votre bloc de terre à creuser, vous avez au-dessus de vous un espèce de toit
en métal qui va progresser de votre propre avancée. Et à l'arrière, d'autres maçons vont commencer à faire la galerie définitive en maçonnerie. J'insiste sur le mot, c'est pas du béton, c'est pas encore du béton. Ces boucliers devaient faciliter la progression. C'est l'ancêtre des machines qui ont fait le tunnel sous la Manche, par exemple. Et ça a été un bide complet. 15% de ce qui était prévu a été creusé avec ces machines. Il y en a qui sont arrivés en retard. Il y en a qui se sont déformées au fur et à mesure qu'elles avançaient dans le sol, parce que la pression était telle. Il y en a qui étaient inadaptées. Et dans l'ensemble, elles n'ont pas bien fonctionné. Ce qui fait qu'après la ligne 1, où ça n'a pas bien fonctionné, l'ensemble du métro a été creusé à la main, à la pioche, voilà, par des terrassiers, à des vitesses qui atteignent 1 mètre par jour à peu près. Certaines machines allaient un peu plus vite, d'autres allaient un peu moins vite. Bon, ça n'est pas une réussite, mais en tout cas, humainement, c'est un très très gros travail. Il y a 2000 ouvriers à peu près dans les années 1900 sur les chantiers du métro. Il y en a beaucoup plus dans les années 1930, mais on est dans le Paris Art déco, on n'est plus dans le Paris Belle Époque, et je n'ai pas le droit d'en parler dans une exposition sur le Paris Belle Époque. Alors, le regard des Parisiens maintenant. Que disent les Parisiens sur ces travaux? Alors, d'abord, les débuts des travaux se font de manière très simple. Au printemps 1896, il y a une enquête publique qui est ouverte. 700 réponses. Ça paraît pas énorme, mais c'est déjà pas si mal. Les propriétaires craignent que le financement du métro par la ville ne génère de nouveaux impôts. C'est une crainte légitime. Et au début de 1897, il y a une nouvelle enquête qui reçoit 500 refus. Voilà. Et la Société des architectes accepte, dans les réponses, l'idée de voie aérienne, pourvu qu'elle soit dessinée par des architectes. C'est une protection de leur profession, et c'est le cas. C'est un architecte qui dessine les viaducs. C'est Jean-Camille Formigé. Les travaux commencent néanmoins, on est en 1898, en 1900 il faut que ça soit achevé pour l'exposition universelle, et ça commence par des travaux qui sont littéralement détestés. Alors, que se passe-t-il en 1902? Voilà un prospectus. Maintenant, cette voie aérienne, en parlant du métro aérien, fait le soir un véritable coupe-gorge qu'on pourrait appeler la voie triomphale des Apaches. Voilà. J'aime beaucoup l'expression, et puis les Apaches, c'est les jeunes, voilà, c'est les banlieusards d'aujourd'hui, c'est les jeunes des cités d'aujourd'hui, voilà, c'est le mythe autour de ça, l'Apache, c'est casque d'or. Bon, donc c'est un espace où les voyous peuvent intervenir, tous les tire-laines imaginables, etc. Alors, l'auteur probable de ces lignes anonymes, c'est sans doute Charles Leroux, donc pas si anonyme que ça, et qui a bizarrement présenté un projet qui avait été refusé en 1897. Voilà, d'où son éventuelle colère. Alors, qu'est-ce qui se fait aussi dans les sous-sols de Paris? Tout un peuple de nomades campe au milieu des voies parisiennes les plus fréquentées. À l'abri des hautes palissades, ce peuple mange, dort, travaille un peu, se reproduit peut-être. Il s'y trouve bien, il y reste. Voilà, c'est un texte antérieur au métro qui est cité par Louis Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse à Paris au XIXe siècle. Les ouvriers sont dangereux, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Et là, derrière les palissades, c'est tout le fantasme. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, si on met des gros chantiers dans Paris, on va avoir une invasion d'ouvriers, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, l'image des nomades reste un peu pérenne. En 1848, on disait qu'il n'y avait pas de société parisienne, il n'y a pas de Parisiens. Paris n'est qu'un campement de nomades, disait-on. Voilà, bon, c'est une jolie image aussi. Mais on a une crainte des ouvriers, déjà. Chez les élus, je ne parle pas du badaud parisien. Chez les élus, on a un peu une crainte des ouvriers. Mais cela dit, dès 1902, vous avez une revue municipale qui parle du terre-plein central qui est couvert dans les parties aériennes, ce qui, entre autres avantages, permettra d'aller à l'abri en cas de mauvais temps. Voilà, donc assez vite, on admet aussi que ce métro aérien n'est pas qu'un coupe-gorge. Il est accepté, et ça, c'est une posture sociologique urbaine qu'on trouve souvent. Le changement est vilipendé, et une fois qu'il a lieu, il est accepté, on ne reviendrait pas en arrière. Mais finalement, on est tous pareils dans une certaine mesure. Voilà. Et en 1902, par exemple, Bienvenue parle de l'ouverture des chantiers que l'opinion locale attend avec impatience. C'est peut-être un argument, mais c'est aussi l'idée quand même que les gens souhaitent voir venir ça. Même si je n'ai pas vu, moi, de documents disant « nous attendons les travaux avec impatience ». En 1903, Gabriel Hanotto, celui qui avait déjà protesté contre le métro, décrit les travaux, évidemment, dans le journal
le 9 février 1903. Barrages, palissades, excavations, barricades, circonvallations, alignement de pieux pareil à des chevaux de frise, entassement de madriers pareil à des catapultes, profil d'échafaudage pareil à des tours, fumée blanche sortant de terre, tranchées où des hommes paraissent et disparaissent, coups répétés et lointains comme d'une canonnade, on croirait que la ville est encore au temps du siège. Il n'arrive pas à s'en défaire, de 70, donc c'est l'idée. Les coups répétés, ça fait du bruit en sous-sol, les travaux, parce qu'il y a des moments où on utilise la mine pour faire sauter certaines parties. Il y a une forte réglementation de ces questions-là, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de tout démolir, et puis le travail en mine en souterrain est quand même compliqué. Mais les quotidiens généralistes, évidemment, vont dans ce sens-là, avec je vais évoquer deux grands chantiers. Les revues techniques décrivent les chantiers. Évidemment, ils ne sont pas là pour dire que le chantier, c'est de la boue. Ils sont au courant, les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Mais les journaux parisiens, les quotidiens parisiens critiquent énormément. Et voilà que les peurs enfouies ressurgissent. Toujours dans un tract, la fameuse voie triomphale des Apaches, tout plutôt que de miner Paris. Ainsi, sait-on ce que l'avenir lui réserve? L'année 1871 est-elle donc déjà si éloignée de votre mémoire, monsieur le préfet? 4 points d'interrogation derrière dans le document imprimé. Bon, voilà, donc on ne veut pas des mines en dessous de Paris, on ne sait jamais, le travail de sape pourrait tout détruire. Alors, place de l'Opéra, il y a des gros travaux, il y a 3 lignes qui se croisent, place de l'Opéra. Sous certains angles, l'utilisateur du métro qui a à la fois le coup d'œil du temps devant lui pourra observer 2 lignes se croiser, et je crois que de certaines bouches d'aération, on peut pratiquement voir les 3 lignes, les unes par-dessus les autres. Donc il y a un très grand trou qui est fait pour que les lignes puissent passer et pour qu'on puisse travailler. Alors quelques titres de journaux comme ça, on est dans les années 1910, on est un peu après Paris 1900, mais toujours dans les grands travaux. Bon, je ne résiste pas au plaisir de vous dire Paris gâchis. Les saboteurs de Paris, titre Le Matin. En juillet 1910, il dit « Les environs de Stamboul et de Téhéran sont 10 fois plus carrossables que ne l'est la rue Royale. » Bonjour la comparaison coloniale avec... Voilà, donc ces travaux sont très critiqués. En même temps, on a d'assez belles photos d'une visite royale britannique et du cortège qui passe autour, place de l'Opéra, qui contourne les lieux où on voit des palissades qui doivent empêcher de trop gêner la circulation. Mais ça n'est peut-être pas le plus énorme. Les travaux sont gros, mais la place de l'Opéra est quand même assez grande. Bon. Et puis on a décidé de ne pas mettre une entrée Guimard à l'entrée du métro à Opéra. C'est une entrée en balustrade. À l'époque, ça se défendait. Aujourd'hui, on peut regretter que ce ne soit pas une belle entrée 1900, mais bon. En 1900, le style 1900, il fait débat, naturellement. Alors, à propos de la travaux de ligne 4 à Saint-Michel, alors j'ai eu l'occasion de trouver un article qui m'a ravi. Saint-Michel, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas beaucoup de place à Saint-Michel pour creuser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit la station à l'air libre, là où se trouve la place Saint-Michel, au lieu de rendez-vous des étudiants qui ne se sont jamais donné rendez-vous là, puisqu'une fois qu'on l'a fait une fois, on ne le refait plus jamais. On n'arrive jamais à se trouver, place Saint-Michel, c'est trop grand. Donc on construit une immense structure métallique, rivetée. Donc le rivetage, c'est une opération très bruyante. Une fois qu'elle est construite et bien lourde, on creuse en dessous et elle s'enfonce de son propre poids, lentement, lentement, lentement. Voilà. Si vous allez à Saint-Michel dans les prochains temps, vous verrez que l'entrée et la descente à Saint-Michel, c'est une immense cuve, on voit le rivetage, que la station Saint-Michel n'a pas la même forme que les autres. Tout ça, c'est une structure métallique. Il y en a quelques-unes dans Paris, Saint-Michel, Cité. Sont des stations qui ont été faites comme ça, par manque de place et pour faciliter les travaux. Seulement voilà, quand on construit l'intégrale de la station Place Saint-Michel, elle est bloquée. Dans le Paris de 1900, c'est pas forcément un drame considérable, mais c'est quand même mal pratique. Alors, que dit cet article? Anonyme, mais sans doute vers 1906 à peu près. Qui dira le lancinant martyr et l'abrutissant cauchemar des riverains placés de la sorte entre le marteau et l'enclume, supplice digne de figurer à coup sûr parmi ceux de l'Inquisition? Des gens d'humeur égale et d'un naturel paisible devinrent en peu de temps atrabilaires. Des incompatibilités se firent jour, des amis de 20 ans brisèrent toute relation. On voit se brouiller des associés, des familles entières. La discorde se mit au sein des ménages les plus unis, heureux ceux qui simplement devinrent sourds. Voilà. C'est la critique la plus radicale et la plus de mauvaise foi, évidemment, que j'ai vue. Mais il faut imaginer l'exaspération des riverains à côté de tout cela. En contrepartie, quand on retrouve les carnets d'un ouvrier qui a travaillé sur les chantiers de Châtelet, il dit que
quand on a transporté des caissons métalliques sur la Seine pour les mettre dans la Seine, etc., un gros travail aussi spectaculaire, la foule applaudissait, dit-il dans son carnet d'ouvrier. Donc il y a aussi des badauds qui sont très, très impressionnés par ces travaux. Les riverains, que disent-ils? Parce que le badaud observe, mais le riverain, lui, il doit supporter sur la durée. Alors, rue de Rivoli, sur la ligne 1, un limonadier de l'Air dit « Le trop fameux métropolitain est venu jeter la perturbation dans mes affaires. » Si encore la création de ce chemin de fer souterrain devait m'apporter par la suite quelques compensations, je prendrais mon mal en patience, mais c'est tout le contraire qui se produira. On ne peut pas lui en vouloir. Il pense que le métro va faire fuir les gens. Le métro draine des clients et puis des touristes aussi rue de Rivoli aujourd'hui. Mais bon, voilà ce qu'il critique. Les travaux maudits du métropolitain, dit un autre propriétaire de café rue de Rivoli. Les travaux gâchent évidemment sa terrasse. Est-ce que la ville de Paris est décidée à le laisser déshonorer ou bien est-ce qu'il peut avoir l'espoir d'une indemnité? Évidemment, il réclame une indemnité en échange. Il y en a un autre qui proteste en disant que les travaux durent de juin 1848 jusqu'à ce jour. Donc il en a un peu assez. Je suis allé vérifier quand même. Et c'est vrai que la rue de Rivoli est créée en an 10. Donc on est en 1804, elle est créée, elle est percée. Et les travaux reprennent en 1848. Donc il n'a pas totalement tort. Depuis 1848, il y a des travaux rue de Rivoli, même si ce n'est pas forcément devant chez lui. Et puis, ligne 4, et je vous montrerai quelques images. Ligne 4, évidemment, j'ai parlé sans annoncer mon plan. Donc, des travaux éternels se plaignent-ils, et on ne comprend pas le rôle du réseau, ligne 4, lorsqu'on perce le dessous de la rue de Rennes. C'est-à-dire ce qui va de Montparnasse à la Seine. Une pétition. Nous avons fort à craindre que nous n'ayons plus de déboires que de profit de ce moyen de transport. Du reste, nous ne l'avons soutenu et souhaité que comme but d'obtenir le prolongement de notre rue avec pont sur la Seine. Donc l'idée, c'était d'accord pour un métro, mais vous ouvrez la rue de Rennes sur la Seine. Alors que la rue de Rennes débouche à Saint-Germain-des-Prés sur un quartier que beaucoup d'artistes n'ont pas voulu voir démolir. Mais la rue de Rennes, normalement, elle devrait aller jusqu'à la Seine. C'est un échec haussmannien. C'est peut-être une réussite, par contre, pour Paris. Alors, plusieurs pétitions. Statistiquement, j'ai observé une chose. Les plaignants de la rue de Rivoli, on leur accorde 17% de la valeur de leur plainte. Les plaignants de la rue de Rennes, on leur accorde 40% de la valeur de leur plainte. Alors pourquoi? Pour deux raisons à mon sens. Les plaignants de la rue de Rennes se plaignent en pétition. Donc je dis ça, je dis rien, mais il vaut mieux faire une pétition auprès de l'administration quand on veut, une pétition à plusieurs naturellement, pour obtenir quelque chose. Et en second lieu, il est possible que la ville se soit un peu assouplie pour faire accepter mieux le métro. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair que la pétition joue en faveur des pétitionnaires. Bon. Donc c'est quand même l'idée. Et puis, sous les grands boulevards, évidemment, pas loin de la station Grand Boulevard d'ailleurs, il y a 2 lignes de métro qui passent l'une à côté de l'autre. Les commerçants s'unissent contre la longue durée des travaux. Ils créent une association contre cette longue durée des travaux qui est créée en juillet 1914. Autant vous dire que là, l'association, elle vit très peu de temps, puisqu'après cela, les préoccupations sont tout à fait les autres. Tout à fait autres. Je m'arrête là sur ces travaux très, très critiqués. Juste pour dire un mot, c'est que dans les années 1930, ça devient un prodige presque au relent nationaliste. Les travaux français sous le lourd galop des autobus, des ouvriers travaillent au métro, etc. Il y a tout un discours qui admire une entreprise gigantesque, le travail du siècle, disent des journaux dans les années 30, ce qui fait que c'est beaucoup mieux accepté une fois que le métro est en fonctionnement et qu'on s'aperçoit que c'est un outil très, très important. On tolère mieux les travaux. Cela dit, j'ai eu l'occasion d'avoir mes fenêtres sous le chantier du tramway, et ce qui est sûr, c'est qu'il a été très, très critiqué aussi. J'avais pas un malin plaisir, parce que ça serait méchant de dire ça, mais parfois un certain intérêt à demander aux conducteurs de taxi ce qu'ils en pensaient, et je les laissais donner la réponse. J'avais plus besoin de parler pendant un quart d'heure ensuite. Alors, donc le temps de l'admiration, je n'en parle pas. La conclusion, c'est un grand chantier, oui, c'est sans doute l'un des plus grands de Paris. Le métro est toujours en projet, et puis il est toujours dans Paris. Je passe très vite là-dessus. Je vais vous montrer quelques images rapidement du désordre. Alors, on fait des photos de constat, c'est pas la plus intéressante peut-être, mais j'ai combien de temps encore pour montrer mes images avant qu'on échange? Voilà, parce que je veux pas. Une fois que je suis parti dans le métro, ça peut durer un certain temps. Donc, ça, ce sont des clichés qui sont réalisés pour le constat, puisqu'il y a même la date. On est le 14 mars 1908, on est sur la ligne nord-sud. Voilà.
sans doute pour montrer aux actionnaires ou à la ville que tout se passe bien, que les palissades laissent quand même de la place pour les passants. Voilà. On est dans des rues très étroites, à cet endroit-là. Convention, Vaugirard, c'est des rues plus étroites, ça a été plus compliqué de faire passer les travaux. Et puis volontaires, bien sûr. Sur d'autres lignes, alors voilà, même chose, rue Falguière, sur la ligne nord-sud. J'aime beaucoup cette photo avec les petits poulbeaux qui sont en plein milieu, là, qui regardent d'un air un peu intrigué. Le photographe, évidemment, la photo à l'époque se fait avec des grosses chambres, c'est pas discret, donc tout le monde peut regarder le photographe. Vous avez derrière des terrassiers qui sont en train de travailler, pendant que des gamins s'affalent. Je pense que c'est le temps de la photo quand même. Mais les règles de sécurité ont évolué depuis, dans les chantiers publics. Ça se voit, les palissades sont plus grandes, il n'y en a même pas sur le côté, bon, tout cela. Mais les travaux sont en pleine rue, la rue est bloquée, voilà, complètement. On pourrait difficilement le faire aujourd'hui compte tenu des flux. Bon. Tout ça, c'est des photos inédites de la RATP. Ils en ont des stocks considérables. Mon fameux bouclier, le voilà, c'est cela. Alors on est sous la Seine, pont de la Concorde. Le bouclier, on le voit à peine en fait, on lui est derrière, et puis il y a son grand bras là qui permet de poser les différentes plaques métalliques qui vont une à une composer le grand tunnel métallique. Voilà. Donc on est là aussi sur la ligne. On doit être sur la 8 là, je crois, si pas de bêtises. La ligne 12 est faite en tube aussi, sous la Seine. Et si vous prêtez l'oreille, lorsqu'on passe entre Concorde et puis Solferino, Assemblée nationale, le bruit change parce qu'on est dans un tube métallique et les sonorités sont différentes. Alors cette rue de Sioux, c'est mes parents qui me l'ont apprise à l'époque où j'étais gamin. Écoute, on passe sous la Seine, ça me faisait rêver. Je pensais qu'on était dans l'eau, moi. J'étais très déçu de savoir qu'on était dans le sol en dessous. Enfin bon, voilà. Donc les conditions de travail sont difficiles. Ils sont en ciré et l'humidité est très forte. Donc c'est quand même des conditions difficiles. D'autres conditions de travail, voilà, on est en train de creuser sous la caserne de la Cité, donc on est ligne 4, caserne de la Cité, en pleine humidité, avec des madriers. On est dans un univers de mines. C'est des terrassiers, c'est pas des mineurs, mais bon, c'est la mine, et ils sont en ciré aussi de travail. Voilà. Voilà un des caissons de la ligne 4. Ces grosses structures qui, elles, alors, sont construites à l'extérieur, on les flotte jusqu'à l'endroit où on doit les couler, on les remplit d'eau, on les coule verticalement, et une fois qu'on est sous l'eau, au contact du lit de la Seine, on les vide, on met des hommes dedans, et on les fait creuser le lit de la Seine pour que la structure s'enfonce de son propre poids. Voilà. Ils travaillent en air comprimé, pour éviter les fuites d'eau. En air comprimé, ça veut dire qu'il faut des paliers de remontée, exactement comme les plongeurs de grande profondeur actuellement. Voilà, il y a pas mal d'accidents d'air comprimé, évidemment. C'est un métier très dangereux. Ils décrivent qu'il y a des petites bulles sous la peau. Oh, on peut appuyer dessus, ça fait des choses comme ça. Puis après, il y a des paralysies partielles ou totales, définitives ou pas. Il peut y avoir des accidents très graves quand même. Donc voilà, on est dans un univers du chantier. C'est le relatif désordre du chantier, mais désordre construit quand même. Une photo classique, on est en train de passer par-dessus un collecteur d'égout. Évidemment, il y a une stratégie. Vous construisez le nouvel égout et vous démolissez l'ancien après. Ne pas faire l'inverse, sinon vous êtes fichu. Et puis les collecteurs, c'est quand même ceux qui récupèrent tous les égouts locaux. Donc c'est des très grosses structures, on ne peut pas s'amuser avec. Il y a des travaux avec des scaphandriers. Il est là, le scaphandrier. Ici, il lui manque la structure sur la tête, mais c'est le scaphandre classique du trésor de Rackham le Rouge, de Tintin. Et la photo est intéressante parce qu'elle met en scène, alors je ne sais pas si c'est une mise en scène volontaire ou une habitude sociale, les cols blancs sont d'un côté, les ouvriers sont de l'autre. Voilà. Et c'est clairement des cols blancs, pour le coup, l'expression vaut la peine. Voilà, les Panamas d'un côté, puis les autres de l'autre, avec leur belle tenue, la ceinture de flanelle, pour tenir chaud au rein, pour ne pas se faire un tour de rein, ne pas s'abîmer le dos dans cet univers. Voilà, rue Aubert, des travaux derrière l'Opéra, qui est ici. La place de l'Opéra est au bout, là-bas. Des travaux qui prennent toute la rue Aubert, avec le plus possible des métros près de la rue, donc des plafonds métalliques. Il n'y a pas de voûte. On fait un trou, on rebouche le trou par un plafond, et en dessous, on construit le métro ensuite. Rue de Rivoli, la plupart des stations sont des bandes, des poutres métalliques, c'est pas une voûte, et vous êtes à 80 cm à peu près sous la chaussée. Il y a un espace fou, grand comme ça à peu près, entre la chaussée
et le dessus du métro. Oui, hein, ça tient. Ça tient. C'est bien fait. N'oublions pas que ce sont les polytechniciens quand même qui ont fait le calcul. Alors, est-ce que ça avance encore? Voilà. Et puis il y a quelques photos plus étonnantes. La passerelle de Passy, alors le pont de Birakem, a été construit, mais il y avait une passerelle avant. Donc il a d'abord fallu déplacer la passerelle pour, pendant les travaux, que les gens puissent continuer à traverser la Seine quand même. Une passerelle piétonne. Et puis ensuite, le pont a été ouvert à la circulation des véhicules, des piétons et du métro. Et on a là, au centre de cette photo, un groupe de trois dames qui observent les travaux alors que le chantier est clairement en cours. Hein. J'étais un peu surpris. Des gens de la RATP m'ont dit c'est peut-être des femmes d'ingénieurs. Oui, c'est possible que ce soit qu'elles viennent visiter d'une manière un peu officieuse, officielle, hein, le chantier. Ou alors ce sont 3 Parisiennes, 3 grisettes ou 3 cousettes hein, qui viennent observer ça. Elles ne sont pas habillées comme des petites ouvrières quand même du textile. Bon, elles ont peut-être demandé à passer. Bon. Mais en tout cas, c'est amusant de voir ces trois personnes en plein milieu des travaux. Ou alors c'est un jeu du photographe encore hein, qui fait poser. Je ne sais pas. Mais là aussi, règles de sécurité inexistantes à l'époque, etc. Sachant que la loi sur les accidents du travail vient de passer. Hein, 1898, c'est les premières lois qui donnent de très beaux dossiers. Excusez-moi, je parle en historien. De très beaux dossiers de gens qui ont des accidents du travail, c'est pas drôle, mais qui donnent des dossiers très intéressants sur comment sont traités ces ouvriers. Mais ça sera l'objet d'une prochaine conférence. Alors donc, et quand le chantier envahit la rue, pardon. J'ai été trop ambitieux. Voilà, le chantier envahit la rue. Voilà l'avenue de l'Opéra. Alors, avenue de l'Opéra est au bout. Hein, on ne le voit pas, il est dans la brume, mais l'Opéra est par là-bas. Et le Palais Royal est juste quelque part ici. Hein. Et vous avez là aussi des badauds qui traversent le chantier. Hein. Ce sont pas, alors en vélo, je ne pense pas que ce soit des ingénieurs. Hein, c'est pas des, voilà, et du matériel. On voit des grues de levage, des engins comme ça, et des rambardes. Pas énorme sur le bord, et des gens qui regardent. L'idée que les gens regardent a été reprise. Hein, les travaux du tramway, il y a eu des grilles avec des percements dans le grillage. Il y avait du grillage, mais on ne pouvait pas passer, mais on pouvait voir. Et à mon avis, c'est très important qu'on puisse voir les travaux. Ça permet de protester moins peut-être. Ça le rend plus supportable. Voilà. Le petit bras de la Seine, le voilà, photographié par les journalistes de l'Aurore. J'ai eu l'occasion d'aller dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, et l'Aurore, le Figaro, les avait appelés en disant « On vide nos archives. Si vous venez les prendre, mais nous, on les met sur le trottoir. » Ah, c'est grosso modo ce que m'ont dit les conservateurs. Ils ont l'habitude, dans les conservateurs. Donc les conservateurs louent des camions, foncent évidemment aux archives pour les récupérer avant qu'elles soient mises sur le trottoir, en tout cas. Mais enfin, ils récupèrent tout en bloc, puis après ils se débrouillent pour les classer. Et c'est des fonds fabuleux. C'est les photos, c'est le fond photographique du journal du Figaro, quoi, hein, au 19e, 20e siècle, avec au dos explications tapées à la machine, voilà, pour être utilisées par les rédacteurs. Donc voilà la machine avec une structure par-dessus pour la protéger, je pense, de l'eau. Hein, mais surtout en dessous la machine avec cette tuyauterie dans laquelle on fait passer du chlorure de calcium à moins 20 degrés pour injecter cela dans la partie à creuser qui se situe à peu près ici. Hein. C'est ici la préfecture de police et Notre-Dame qu'on entreaperçoit là-bas. Voilà. Hein. Bon. Donc il a fallu détourner une partie de la Seine pour pouvoir mettre cette grosse usine. C'est quand même du très gros chantier. Gare de l'Est, travaux aussi sur la place devant la gare de l'Est. On imagine la place que cela peut prendre, hein, par exemple. Bon, c'est pour vous en donner une idée, il y en a pas mal d'autres comme ça. Un mot sur ces photos, beaucoup sont faites pour montrer lors des réunions du conseil municipal. Hein, c'est pour ça que c'est collé, que c'est expliqué. Les chantiers aériens, je les ai très peu évoqués, mais voilà, j'aime bien cette image, elle fait penser à New York un peu plus tard. Hein, mais c'est le même principe, ces ouvriers, ils ont l'habitude de travailler sur les charpentes, ils sont fiers de leur travail, et ils grimpent tout en haut. Là aussi, aucune tenue de sécurité, rien, c'est toujours intéressant à voir sur l'histoire du travail. C'est les ateliers Leclerc, qui sont des grands ateliers de fabrication, qui je crois, la raison sociale, je ne sais pas si elle existe encore, mais ils ont très longtemps existé, et fait des structures métalliques. Voilà. Boulevard de la Chapelle, c'est les beaux viaducs hein, du métro. Et puis la photo est aussi utilisée par les riverains, les fameux riverains de la rue de Rennes. Voilà. Lui, il est fabricant de pipes, du Teil. Il proteste contre quoi ? Il proteste contre les amas de gravats qui sont devant chez lui. Alors, il a même fléché. Hein, alors ici, on entasse les gravats, emplacement pour gâcher le ciment. Voilà, ici. Hein, bon, il décrit exactement la situation avec des photos. Hein, voilà. Pour bien montrer. Alors, il y a une autre photo qui montre que le trottoir existe quand même derrière.
Il y a un espace de trottoir derrière. Il l'a prise aussi, la photo. Mais bon, j'aimais bien celle-là qui expliquait finalement comment ça se passait. Et puis une autre, alors un chantier vraiment envahissant, ça c'est Trambouze. Trambouze, il est opticien. Donc évidemment, la poussière ne l'arrange pas. Et cet opticien à rue de Rennes, une petite photo que j'aime beaucoup, est juste à côté d'un déchargement de gravats et d'un rechargement de matériel. Voilà. C'est juste derrière là que ça se passe. C'est juste derrière que ça descend dans les tombereaux. Son magasin est là, le pauvre opticien. Et un cheval intéressé peut-être par l'optique, ou en tout cas, voilà, les lunettes. Et ça amuse beaucoup un gamin juste ici, qui, à mon avis, est assez amusé par ce cheval, qui n'est pas un gamin du chantier, et derrière un monsieur, alors qui lui dit de passer peut-être, ou qui le retient, à mon avis, qui lui dit plutôt de passer, on n'a pas peur des chevaux à ce moment-là, devant un des terrassiers en plein travail, des puits pour descendre en sous-sol, et le magasin de mon pauvre opticien, qui a dû utiliser un de son propre matériel, pour, je pense, faire la photo, une belle photo sur le vif. Je ne connaissais pas Cartier-Bresson encore. Cartier-Bresson naissait à peine à ce moment-là, mais elle est très belle, mais elle illustre les embarras de Paris, évidemment. Et puis une dernière petite photo quand même de la dernière inauguration de Bienvenue, c'est l'homme à la barbe blanche au milieu, qui pose habilement de façon à masquer son bras, et qui a ses lorgnons, son col cassé. Alors c'est un des deux à avoir un col cassé, lui aussi en a un, et qui pose à côté de Bénard, le patron de la compagnie de métro de Paris. À ce moment-là, on est en 1935, il est à la retraite depuis 3 ans, et il est à un an de son décès. Il est mort en août de l'année suivante, en même temps que Lindbergh, il me semble, ou qu'un autre grand aviateur. Et finalement, la mort de Bienvenue est passée inaperçue. Mais ce n'était pas non plus quelqu'un d'extrêmement célèbre. Bon, c'est un ingénieur parmi d'autres qui est devenu un peu plus connu parce que c'est le métro. Mais bon. Il est surnommé le père métro, c'est un peu injuste. Il y a eu beaucoup de ses collaborateurs qui ont travaillé aussi, qui ont peut-être un temps espéré son poste, et puis qui sont partis à la retraite, avant d'avoir accédé au poste, puisque lui a eu une carrière beaucoup plus longue. Mais il a eu de très grands collaborateurs qui ont été de très grands ingénieurs aussi. Il n'est pas le seul, voilà, mais il est celui qui donne l'impulsion. Voilà, et puis pour terminer, ces 2 images d'un beau terrassier, sa moustache, son bonnet pour se protéger du froid et sa ceinture de flanelle. Une photo qui montre le viaduc achevé, mais encore le photographe a pris la précaution de laisser un peu une composition illustrant le chantier. Et puis ce petit mot de Bienvenue que j'avais bien aimé, des hardiesses et des difficultés de la conception et de l'exécution, il ne subsiste une fois le travail fait qu'un sentiment assez vague. Ce simple exposé tiendrait pour heureux d'y avoir orienté, selon quelques méthodes, la pensée du lecteur. Là, ça m'avait touché quand j'avais lu, mais si j'y arrivais aussi, ça serait pas mal, même si je ne suis pas bienvenu. Voilà, je vous remercie. Alors merci, cher Pascal, pour cet exposé très, très complet et puis richement illustré avec ces documents finalement assez peu connus, même si voilà, on a quelques idées de ce que peut représenter ces chantiers du métro. C'est vrai que ce fond, tous ces documents sont vraiment très riches. Alors je vais vous laisser peut-être la parole. Vous avez peut-être des questions, des précisions à demander à Pascal Desabres. Bonjour. Deux petites questions. La première, je crois que la ligne numéro 1 n'a jamais été inaugurée ou qu'elle a été mise en service dans une très très grande discrétion, qu'il n'y a pas eu d'inauguration officielle. Et puis la deuxième question, plus importante, est-ce que vous savez qui a finalement qui? Parce qu'il y a la photo de ce monsieur-là qui a l'air, je sais pas, un peu algérien, un peu provincial. Est-ce que vous savez que finalement cette crainte de voir les étrangers envahir les travaux parisiens, est-ce qu'elle s'est réalisée ou non? Faites attention à ce que vous dites, je fais partie des papis de l'immigration portugaise et des maçons des années 60-70. Merci. Alors, première chose, oui, la ligne 1 elle a été inaugurée à la mi-juillet 1900. Alors que l'exposition avait déjà été ouverte. Elle a été inaugurée officiellement, mais très discrètement, parce qu'on craignait le bide, on craignait que les gens ne le prennent pas. Et très vite, des articles de journaux ont dit « mais il fait frais dans le métro, c'est agréable ». Et certaines personnes ont profité du premier jour gratuit pour s'aérer un peu, mais assez vite, on considère que c'est un bon système, que ça se passe bien. Mais l'inauguration a été très discrète pour éviter l'échec, voilà, en quelque sorte. Sur les ouvriers, sur les origines des ouvriers, alors les dossiers de travaux,
des statistiques permettent en 1914 d'avoir les nationalités précises, puisqu'en 1914 il ne faut pas d'Allemands, il ne faut pas d'Autrichiens sur les chantiers. Donc on voit apparaître des Suisses, quelques Russes, quelques Allemands, des Polonais. Ça correspond aux grandes vagues d'immigration, finalement, de l'époque. La plupart sont français, la plupart de ces Français sont limousins. C'est la grande tradition au XIXe siècle. Et on le voit apparaître dans les dossiers d'accident du travail aussi. Tous ces gars-là ont des noms limousins, ils sont nés à tel endroit, ils ne sont pas pouvoir retourner là-bas après, etc. Ensuite, on voit apparaître, dans les années 1920, une main-d'œuvre italienne, une main-d'œuvre belge, un peu avant 1914 et puis un peu après aussi. Main-d'œuvre nord-africaine dans le BTP, non. Dans le métro, non. Et dans le BTP, pas avant, je dirais, les années 50-60 pratiquement. J'ai vu une gravure des tubistes, enfin des travailleurs en air comprimé de la place de l'Opéra, extrait du Petit Parisien, doit être en 1905-1906. Et un des personnages a clairement la peau mate. Alors je ne sais pas si c'est le graveur qui a fait ça ou si c'est parce qu'il a vu un jour. Moi, j'ai jamais vu de photo avec ni maghrébin ni noir pour cette période-là. Voilà. Quant à l'homme, il a buriné, mais moi j'y vois aussi, c'est le gars qui travaille, il a la peau burinée du, du terrassier. Hein. Voilà. C'est pas un Algérien encore à ce moment-là. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Je suis là, tout en haut. Pardon. Une petite remarque, vous avez regretté qu'il n'y avait pas de plaque commémorative. Il y en a une, hein, si jamais elle est sur les quais de la Seine pour la ligne 8. Sur les travaux alors ? Sur la traversée même de la Seine, sur les travaux. Écoutez, c'est sur la ligne 8, juste entre Concorde et Invalides. Il y a une grosse plaque. Mais dans le tunnel ? Non, sur les quais, sur les quais devant les bateaux, mais quai nord. D'accord, j'irai faire un saut. J'ai découvert ça il y a quelques jours. D'accord, merci. Sinon, je voulais savoir, pour quelles raisons, j'imagine les New-Yorkais, ça doit être évident, les rues étaient beaucoup plus larges, mais par rapport à Berlin, qui a quand même pas mal de métro aériens que j'ai vus, là, Berlin quand même était une très belle ville. Donc, quels étaient les arguments qu'ont trouvé les Allemands par rapport aux Français pour mettre autant de lignes à l'extérieur les rues n'étaient pas tellement plus larges non, c'est une ville qui fait penser. Paris. Est-ce que c'est une question de mentalité ou est-ce qu'il y a un autre argument ? Deuxième petite question rapide, la ligne 4 fait un détour du côté de... après Saint-Michel, quand elle descend, donc elle passe sur Odéon, au lieu de suivre tout droit sur le boulevard Saint-Michel, est-ce que ça tient au fameux éboulement de carrière? Je sais qu'il y a eu des morts, hein, je ne sais plus à quelle époque, au 19e siècle. Il y a eu des fontis, oui. Est-ce que ça tient aux difficultés de traverser des carrières? Et puis, dernière question qui rejoint celle de monsieur. Est-ce que la crainte des ouvriers, est-ce que ça tient au fait que, éventuellement, je ne sais pas, est-ce qu'ils travaillaient 24 heures sur 24 la nuit aussi, donc ils devaient dormir sur place, donc il y avait des activités nocturnes, ce que pouvait craindre éventuellement la grande bourgeoisie parisienne pour leurs jeunes filles? Alors, pour reprendre sur les jeunes filles, alors, il y a eu des effondrements, il y en a eu. Effondrements de carrière, il y en a eu, en tout cas des parties abîmées qu'il a fallu reconstruire assez vite. Ce qu'il y a eu, ce sont des fontis, c'est-à-dire des trous qui se font par en dessous. C'est un phénomène qu'on trouve à Paris. Quand vous creusez une voûte, le dessus de la voûte commence à s'effriter et remonte jusqu'à la chaussée. Donc il y a eu comme ça quelques phénomènes. C'est l'évocation de vos jeunes filles en fleurs, si je puis me permettre, qui m'y fait penser. C'est qu'une jeune femme est tombée comme ça dans un fontis qui s'est déclaré sous ses pas. Flaf, la chaussée s'est ouverte. Elle y a perdu un violon, un peigne en perles, pas tout à fait en synthétique à l'époque, mais choses comme ça. Et un gardien de la paix est allé essayer de la récupérer et s'est aussi cassé la figure dans le trou. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il y a eu des blessés. Pour la ligne 4, ce ne sont pas des effondrements de carrière, je pense, qui la font se détourner. Elle devait passer en ligne droite, au sortir de la rue de Rennes, et aller sous l'Académie française, et puis ensuite passer sous le Louvre, etc. Et il y a eu une levée de boucliers, entre autres des académiciens, qui ont refusé que les travaux se fassent à cet endroit-là, sous l'Académie. Donc le projet initial, c'est la ligne droite, sous la rue de Rennes. Il y avait un projet de pont en X aussi sur la Seine, devant l'Académie française pratiquement, à hauteur du débouché de la rue de Rennes, etc. Tout ça ne s'est pas fait et il a fallu tourner vers la rue Danton, je ne dis pas de bêtises, etc. Contourner vraiment
le lieu pour rejoindre un autre cœur de Paris qui était Châtelet et la Cité. Mais en fait, elle devait aller vers le Louvre, la ligne 4. C'est plus ça qui a détourné la ligne 4. Pour la question des ouvriers, alors certains travaillent 24-24 ou les tubistes. Ceux qui travaillent en air comprimé travaillent 24-24 et on a des photos d'ailleurs de campements de tubistes faits pour eux, pour les surveiller un peu et puis pour les surveiller médicalement, puisqu'ils ont des temps de repos très longs, enfin c'est assez compliqué. Les terrassiers en souterrain travaillent parfois à des heures très étendues. On se plaint d'explosions de mines la nuit. En souterrain, on peut travailler 24-24 presque. En surface, non. Je n'ai pas mention de travail 24-24 en surface, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens d'éclairer comme aujourd'hui avec des très gros spots et des très gros systèmes. Ça serait un peu compliqué. Ça s'est fait très rarement sur d'autres chantiers. Mais on y dort donc dans ces chantiers. Alors les tubistes dorment. Ouais. Beaucoup repartent en banlieue ou pas très loin, ou dans Paris. À l'époque, il y a encore vers Hôtel de Ville, etc., des dortoirs, enfin des immeubles insalubres où ça s'entasse énormément, avant que ça ne devienne des quartiers centraux beaucoup plus chers aujourd'hui. Donc ils ne partent pas forcément très très loin. Dernier élément, si Métro de Berlin n'attendait rien, c'est en grande partie parce que Berlin est sur des marais, sur un sol très, très instable, voilà, et qui ne facilitait pas le passage en sous-sol. Oui, merci. 2 questions. D'abord, dans le début de votre exposé, on a vu beaucoup de projets qui étaient tous aériens et entendu beaucoup d'arguments qui étaient contre le souterrain à cause des miasmes, l'éventrement, etc. Mais on n'a pas saisi exactement qu'est-ce qui a fait basculer à la fin du 19e siècle pour le souterrain. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on a finalement fait des fameux déblais qui auraient suffi à submerger la place de la Concorde ? C'est une très bonne question. Alors, c'est finalement la conviction que l'électricité... D'abord, le métro de Londres fonctionne quand même correctement, bien qu'il soit à la vapeur, il est semi-enterré, etc., mais il fonctionne correctement. Et ensuite, peu à peu, l'électricité s'impose, en fait. Si les Parisiens avaient été... Enfin, si la politique parisienne avait été moins chicaneuse, peut-être que le métro serait beaucoup plus aérien. Mais le temps que le débat se fasse, l'électricité s'impose comme une énergie tout à fait valable, avec les tramways, par exemple, fiables, pouvant tracter des charges importantes. Donc, l'obstacle de la fumée et du danger d'incendie disparaît, sauf qu'en 1903, il y a un faux contact à la station Couronne et que tout flambe. Mais là, c'est l'obstacle, c'est la fumée, les gens qui ne veulent pas partir, et il y a eu des changements de sécurité qui se sont faits ensuite. Donc c'est ça, l'électricité arrive au moment où, finalement, le projet arrive à maturité. Qu'est-ce qu'on a fait des blés ? Eh bien, on en a fait de quoi se promener sur l'île aux Cygnes, à côté de l'origine de la Statue de la Liberté. C'est un amoncellement de déblais, l'île aux Cygnes. Et puis, alors j'ai cherché les déblais, où est-ce qu'ils allaient ? Ils sont allés aussi vers ce qui est aujourd'hui à peu près l'héliport de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Voilà, pas très loin de comment vous dire, oui, Issy-les-Moulineaux, à côté du périph', quoi, dans ces coins-là. Tout cet espace-là, ça a été les espaces de déblais, où certains même payaient pour récupérer les déblais, pour en faire des structures planes, etc., et des lieux de terrassement. Oui. Ouais, mais ça, c'était plus tôt. Je crois que ça, c'est un comblement qui s'est fait par le cours même de la Seine. Il y a eu l'île aux Vaches, il y a eu l'île Louviers, des choses comme ça. Ça, au 19e, au moment où les travaux du métro se font, ces îles sont déjà structurées comme actuellement. Mais il est possible que des déblais aient été utilisés auparavant pour ce type de choses. Voilà. Bonjour. Bonjour, pardon. Est-ce que la crue de 1910 a des conséquences fâcheuses pour le métro ? Pas tellement, en définitive. Alors, ça saccage des chantiers. Des voies sont inondées, le métro est arrêté. Comme il y avait un système de bloc système qui permettait de couper l'électricité, pas sur toute une ligne, mais sur des morceaux de ligne, les voies inondées sont coupées, mais les bouts non inondés, qui ne sont pas dans la cuvette parisienne, continuent de fonctionner, donc par petits morceaux. Certains chantiers sont à l'arrêt pendant quelques semaines, évidemment, parce qu'il faut le temps que les eaux s'écoulent, mais ça n'a pas tellement abîmé les travaux. Alors, on ne raconte pas trop ce qu'on a fait des madriers qui ont été dégagés et flottés par les hautes eaux de la Seine, mais non, le chantier n'est pas tellement frappé. On le voit plus dans la fréquentation. En 1910, il y a une baisse de nombre de passagers, il y a un arrêt, mais c'est... Voilà, parce que les passagers n'ont pas pu y aller. Ça m'a frappé, pas tellement marqué, effectivement, les inondations. Est-ce que le réseau actuel du métro, le réseau initial, a été conçu globalement dès le départ, ou est-ce qu'on a juste conçu 2 ou 3 lignes au début et puis le reste est arrivé ensuite ? Tout est conçu dès le départ. 12 lignes
dont une qui a été donnée donc concédée à M. Berlier, 12 lignes, 6 lignes d'urgence, et si tout se passe bien, 6 autres lignes à construire. Donc on peut dire qu'en 1910, l'ossature principale du métro qu'on connaît est faite, et en 1930, si vous prenez un plan de 1930 et un plan d'aujourd'hui, la comparaison est presque complète, à part des extensions. Mais il était prévu comme ça dès le départ, et donc fort bien prévu dans un sens, mais limité à Paris. Voilà le défaut du métro de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, certaines artères comme l'avenue de l'Opéra ont été une première fois bousculées par Haussmann et une deuxième fois avec les travaux du métro. Oui. Partiellement pour les travaux du métro, parce que c'est vraiment à l'endroit des stations qu'il peut y avoir des gros chantiers. Mais l'avenue de l'Opéra, oui, elle a été 2 fois bousculée en assez peu de temps, finalement. J'ai pas de dossier de plainte de riverains de l'avenue de l'Opéra. Il y en a peut-être eu, mais je ne les ai pas trouvés aux archives de Paris. Et dans d'autres artères également. Dans d'autres artères également, absolument. Mmh. Ouais. Donc bonjour les Parisiens. C'est un chantier qu'on accepterait mal aujourd'hui. Je suis désolée, on va s'interrompre parce qu'il faut qu'on libère l'amphithéâtre. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les spectacles, Paris, ville des spectacles, par Jean-Claude Jean. Merci beaucoup.